Chapitre 2. Oncle Dick arrive. Anne avait dit au revoir à ses frères lors de leur départ pour l'internat 2 jours auparavant, avec plus de regrets que d'habitude. Il lui manquait toujours terriblement pendant les premiers jours de chaque trimestre, mais cette fois-ci, il lui semblait injuste d'avoir à affronter l'étrangère sans leur appui. La promesse faite, lourde responsabilité lui pesait. Souvent, elle se demandait comment elle allait pouvoir la tenir assez fidèlement pour satisfaire Philippe sans pour cela encourir la colère de son père. Tandis qu'elle repassait ses leçons du jour au presbytère, le village entier apprenait le second mariage de M. Martin et les commentaires allaient bon train. Berthe Gilbert, l'aînée du pasteur, était une jeune personne plutôt flegmatique. Normalement, elle suivait Anne dans les jeux et les tours parfois pendables que l'imagination débordante de cette dernière pouvait inventer, mais parfois, pour une bagatelle, elle lui tenait tête, et alors de violentes querelles éclataient, dans lesquelles Berthe se montrait intraitable. Le tact n'était pas son fort, et dès l'arrivée d'Anne, au premier matin de la reprise des cours, elle l'inspecta des pieds à la tête d'un air solennel, comme si elle s'attendait à trouver en elle quelques subtils changements. Puis elle lui déclara sèchement, une pointe d'accusation perçant dans sa voix. « Tu vas avoir une belle-mère. » Anne hocha la tête. « Je pense que ce sera bon pour toi, continua-t-elle plutôt agressive. Va-t-elle te battre sans qui les yeux ronds, Paul, l'un des jumeaux qui complétait le trio du presbytère ?» Bien que son cœur battît à coups redoublés, Anne répondit avec un léger mépris. « Non, elle ne me battra pas. Je ne la laisserai pas faire, petit imbécile. » Puis, tête haute, elle se dirigea vers la salle d'études. La veille de l'arrivée de M. Martin et de sa femme, Madame Rose était en train de transformer les longs cheveux raides d'Anne en belles anglaises, ce que détestait la fillette. « Je ne veux pas avoir des boucles pour elle, protesta-t-elle indignée. Mais la gouvernante resta inflexible. « Tu dois avoir la meilleure apparence possible, déclara-t-elle avec fermeté. Je ne veux encourir aucun reproche sur ma façon de t'élever. » En l'accompagnant à ses cours le lendemain matin, elle l'exhorta à nouveau. « Rentre directement à la maison après le repas de midi. » D'habitude, Anne mangeait au presbytère et allait se promener ou travailler avec l'institutrice jusqu'à 4 heures. « J'aimerais t'arranger encore les cheveux pendant 1 heure. Aussi, rentre vite pour que tu sois prête. Ils seront là à 3h30. » La matinée traîna en longueur d'une façon intolérable. Normalement, Anne était une élève brillante et intelligente, mais ce jour-là, elle ne montrait aucun intérêt et mademoiselle Granger, devinant la tension de l'enfant, fit preuve d'indulgence. Quand elle quitta le presbytère à 2h moins le quart, la petite fille n'avait pas du tout l'intention de désobéir aux instructions de Madame Rose, mais à cette heure-là, sa nervosité avait atteint un tel degré qu'à chaque pas, elle se sentait de moins en moins en mesure de faire face à l'épreuve qui l'attendait. Presque malgré elle, ou du moins telle fut son impression, elle passa sans s'arrêter devant la porte du manoir et continua à descendre lentement la rue du village. Il faisait un délicieux après-midi. La chaleur était estivale. On ne se serait pas cru au mois de mai. Anne ralentit en approchant de la maison de la forêt. Cet endroit exerçait toujours la même fascination sur elle. Plusieurs curieuses rumeurs circulaient sur le nouveau locataire. Un homme seul, sans famille, si bien que Catherine, la jeune fille qui venait chaque jour faire le ménage au manoir, avait décrété qu'il avait quelque chose à cacher. Quand Anne lui avait demandé pourquoi elle avait dit cela, elle avait expliqué. « Il est horrible, il ne veut pas qu'on le voie. » Cette réponse avait piqué la curiosité de la fillette encore plus que des vols d'argenterie. Un nouveau secret, un mystère dans lequel elle redoutait toutefois de pénétrer. Elle s'arrêta devant le portail bas,
entre les grandes haies et jeta un coup d'œil dans le jardin où foisonnaient des fleurs de toutes les couleurs. Ce ne furent pourtant pas les fleurs qui retinrent l'attention de l'enfant, mais la vue d'un homme, assis dans un fauteuil roulant, à l'ombre d'un grand hêtre, les jambes en plein soleil et recouvertes d'une légère couverture. Il tenait un papier à la main. Peut-être prit-il conscience du regard d'intense curiosité qui le fixait depuis l'autre côté du portail. Il leva les yeux et agita joyeusement la feuille de papier. « S'il te plaît, entre, fillette, viens me voir. » Il avait une voix agréable, amicale, et Anne n'était pas particulièrement timide. Cependant, elle hésita un instant. Elle avait souvent pénétré avant dans ce jardin, quand la maison était inhabitée, guignant entre les volets et, en imagination, peuplant les pièces de toutes sortes de choses étranges et mystérieuses. Le peu qu'elle avait entendu au sujet du nouveau locataire s'accordait très bien avec les histoires d'ogres de ses contes de fées. Et s'il en était vraiment un? D'après le ton de sa voix, il semblait inoffensif, mais il valait quand même mieux être prudente avant de pénétrer dans son domaine. Au bout d'un moment, l'homme reprit la parole. Il semblait légèrement peiné. « Est-ce que je te fais peur, petite ?» Anne fit non de la tête avec énergie, tira le verrou, tout usé, et s'avança vers l'homme à pas lents. Elle ne l'avait vu que de profil depuis le portail et dans l'ombre de l'arbre, mais comme elle s'approchait, elle sursauta de frayeur et s'arrêta net. La bouche de l'étranger était tordue de côté d'une façon bizarre, et sa joue gauche, pendante, labourée de cicatrices, le défigurait. Il était trop tard pour cacher son geste de recul. Toute confuse et ne pouvant réprimer un sentiment de répulsion, Anne aurait tourné les talons et se serait enfuie si la voix de l'étrangère ne l'avait retenue. « N'aie pas peur, petite, dit-il avec douceur. Approche-toi du côté où tu ne verras pas trop ma blessure. Je ne peux pas te courir après. Ainsi, tu viendras seulement si tu en as envie. » Un sentiment de pitié envahit brusquement le cœur de l'enfant. Elle se plaça du côté du fauteuil qu'il avait indiqué et lui demanda timidement. « Habitez-vous ici ?»« Oui, je viens d'arriver, et tu es ma première visite. J'aimerais que nous devenions amis si tu arrives à oublier mon apparence et à apprendre à connaître qui je suis au fond. Veux-tu essayer ?»« Oui, répondit-elle sans hésiter. »« Bien, nous allons commencer par nous dire nos noms. Je m'appelle Richard Petermann, mais si tu arrives à me dire oncle Dick, je saurai que nous serons amis. Quel est ton nom à toi ?» Anne le lui dit. La glace s'était rompue. Jamais elle n'avait rencontré une grande personne avec laquelle il était si facile de causer. En quelques minutes, elle lui avait tout raconté de sa vie, sa maison, ses frères, et il ne lui sembla plus impoli de lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. Il répondit en toute simplicité. « J'étais un aviateur pendant la guerre, et un jour, mon avion a pris feu. J'ai été tellement brûlé que je suis maintenant défiguré et ne peux plus marcher. » Il se mit à rire. Anne posa la main sur le bras du fauteuil et lui demanda d'une voix tremblante. « Vous ne guérirez jamais ?»« Non, pas tant que je vivrai. » Il avait dit cela gaiement, mais la petite fille en eut le souffle coupé. « Oh, c'est affreux! Comment pouvez-vous le supporter ?» murmura-t-elle. Richard Petermann devint grave. « Au début, j'ai cru que je ne le pourrais pas, mais j'ai découvert un mystérieux secret qui a tout changé. »« Donc, c'est vrai, vous avez un secret. Cela ne m'étonne pas. » Le visage de l'enfant s'illumina de plaisir. « Comment savais-tu que j'ai un secret ?» dit M. Petermann, lorsque l'horloge de l'église commença à égrener ses 4 coups dans l'air tranquille de l'après-midi. Poussant un cri, Anne bondit du petit tabouret de jardin sur lequel elle était assise. « Oh, qu'ai-je fait? Ils vont arriver. Madame Rose va être très fâchée. Oh, j'ai peur de rentrer à la maison. »« Qu'y a-t-il? Qui va arriver ?»
demanda son nouvel ami avec inquiétude. Anne déballa toute l'histoire pêle-mêle et de façon plutôt incohérente. « C'est ma faute, je l'ai retenu, dit oncle Dick d'un air contrit. Tu diras à ton père combien je le regrette et... Mais attends un moment. » Il sortit un carnet et un stylo de sa poche, prit une carte de visite et écrivit au dos « Veuillez me pardonner d'avoir retenu votre petite fille, j'ai beaucoup joui de sa compagnie et je serais très heureux si vous lui permettiez de revenir me voir. Peut-être qu'avec cette carte, le blâme de ton père retombera sur moi, dit-il en la lui tendant avec son étrange sourire tout tordu, auquel Anne ne prêtait déjà plus attention. « Je veux revenir, oncle Dick, dit-elle vivement, le plus souvent possible, et peut-être un jour pourrez-vous me dire quelque chose de votre secret. » Richard Petermann retint un moment dans la sienne la main qu'elle lui avait tendue avec tant de confiance. « Oui, Anne, je t'en parlerai à ta prochaine visite. J'aimerais pouvoir le faire maintenant, mais tu es déjà très en retard. » La petite fille s'éloigna à regret, le salua encore une fois de la main avant de refermer le portail, puis s'engagea résolument sur le chemin du manoir. Elle se sentait étrangement réconfortée et encouragée par cette rencontre. Elle avait envie de parler à quelqu'un de son nouvel ami et du secret qu'il avait promis de partager. Comment pouvait-il paraître si courageux alors qu'il se savait défiguré et paralysé pour la vie? Mais elle se trouvait maintenant aux portes du manoir et il lui fallait affronter l'épreuve qui l'attendait. Le cœur battant à grands coups sourds, elle parcourut le court trajet qui la séparait de la porte. Sans bruit, elle se dirigea vers la petite porte qui lui permettrait de se glisser dans la salle d'études par les escaliers de derrière. Elle posait la main sur la poignée quand Madame Rose surgit. Un simple coup d'œil lui suffit pour savoir qu'elle était en effet très en colère. « Où étais-tu passée » demanda-t-elle d'un ton si dur que l'enfant se fit toute petite. Anne en oublia le petit discours qu'elle avait préparé. Comment expliquer quoi que ce soit sous ce regard froid et implacable? « Réponds-moi vite. » La voix de Madame Rose tremblait d'indignation. L'après-midi avait été difficile et éprouvante pour elle. Tout d'abord, elle se faisait vraiment du souci pour sa place. De plus, après avoir attendu une demi-heure le retour d'Anne, elle avait téléphoné au presbytère pour s'entendre dire que l'enfant était bien parti dès la fin du repas. Elle avait alors dépêché Catherine à sa recherche, mais celle-ci, après avoir parcouru tout le village, était revenue bredouille. À l'arrivée de monsieur et madame Martin, au lieu de leur présenter une petite fille en grande toilette, aux boucles irréprochables, comme elle en avait eu l'intention, elle avait dû leur confesser, à sa grande confusion, qu'elle ne savait absolument pas où l'enfant se trouvait. Monsieur Martin avait semblé plus ennuyé qu'inquiet, mais elle avait senti très vivement son mécontentement, et elle demeurait convaincue qu'il l'avait rendue responsable de ce malheureux incident qui gâchait l'arrivée de sa femme dans son foyer. Quelle injustice! Cela la mettait dès le début dans une position fausse vis-à-vis de sa nouvelle maîtresse. Ceci, ajouté à la crainte de perdre sa place, l'avait amené à un tel degré de nervosité que son sang ne fit qu'un tour, à la vue de la coupable essayant de se glisser dans la maison sans être vue. Madame Martin avait eu l'air beaucoup plus inquiète que son mari. Elle avait tout de suite compris que l'absence d'Anne pouvait signifier quelque chose. « Oh, Henri !» s'était-elle écriée. « Crois-tu qu'elle se cache quelque part ou qu'elle s'est enfuie parce qu'elle n'avait pas envie de me voir ?»« Mais bien sûr que non, chérie, » lui avait-il affirmé. Mais son ton manquait de conviction et se tournant vers Madame Rose, il lui avait demandé si la maison avait été fouillée à fond. Je redoutais ce genre de réaction. Madame Rose avait saisi ces mots au vol alors que la jeune femme entrait avec son mari dans leur chambre. Elle en avait serré ses lèvres de dépit. Maintenant, Anne se tenait devant elle sans un mot. Elle la prit par les épaules et la secoua. « Méchante petite, désobéissante, si tu ne me dis pas tout de suite où tu es allée, je te mène vers ton père. Et ta mère, ajouta-t-elle d'un ton plein de sous-entendu.
Ils sauront s'occuper de toi. J'ai oublié l'heure, balbutia Anne. C'était une si pauvre excuse que Madame Rose en renifla de mépris. Tu savais que tu devais rentrer tout de suite à la maison. Elle tira la fillette après elle sans ménagement en haut des escaliers jusqu'à sa chambre. « Enlève ta robe, ordonna-t-elle. Je vais avertir ton père que tu es ici. » Anne la saisit par le bras. « Oh non, Rose, n'y va pas. Reste ici. Je vais tout te dire. »« Il doit savoir que tu es rentrée saine et sauve, » répliqua la gouvernante. Son ton, bien que ferme, s'était radouci. « Enlève ta robe. Je reviens tout de suite. » Les frayeurs de l'enfant redoublèrent. Elle n'avait jamais pu supporter d'être grondée. Tout près des larmes, à cause de l'algarade qu'elle venait d'essuyer, elle se débattit, les doigts tremblants, avec les boutons dans le dos de sa robe toute froissée. Madame Rose revint très rapidement. « Tu vas descendre au salon prendre le thé avec eux. C'est ta belle-mère qui l'a suggéré. Mais, si je ne me trompe, ton père aura quelque chose à te dire ensuite. » Elle boutonna la robe bien repassée et attacha les cheveux brossés soigneusement, mais restés désespérément raides avec un gros nœud. Prise de panique, Anne ne bougeait pas. « Viens avec moi, Rose, supplia-t-elle. »« Quelle idée! Que vas-tu encore inventer ?» s'exclama Madame Rose avec indignation. « File vite, maintenant. Ne les fais plus attendre. » Saisie d'un sentiment poignant de solitude, Anne descendit le grand escalier et, sur la pointe des pieds, s'approcha de la porte derrière laquelle elle entendit un murmure de voix. Elle tourna la poignée presque sans bruit et s'immobilisa sur le seuil, n'osant pas lever les yeux. « Approche, Anne !» Son père parlait avec entrain, mais l'enfant se rendit bien compte qu'il était loin d'être content d'elle. « Voici la vagabonde, Audrey, dit-il, s'adressant à sa femme. « Raconte-nous ce que tu as fait, petite, ajouta-t-il, poussant légèrement l'enfant, maintenant à ses côtés vers son épouse. Sans lâcher le bras du fauteuil de son père, Anne jeta un regard furtif dans la direction de celle-ci. Ce qu'elle vit l'étonna tellement qu'elle ne put réprimer un geste de surprise. Depuis si longtemps, elle s'était fait une image de la belle-mère classique. Ce qu'elle découvrait n'y ressemblait en rien, mais pas du tout. Sa belle-mère était jeune et belle. De beaux cheveux bruns ondulés encadraient gracieusement un doux visage souriant, aux traits fins et aux grands yeux noisettes pleins de gaieté. Elle prit la main que l'enfant lui tendait gauchement et l'attira vers elle. « Ne pourrions-nous pas nous embrasser, puisque nous allons vivre ensemble ?» demanda-t-elle. Voici le moment venu de prendre position. Anne était sûre que Philippe aurait considéré un baiser comme une violation de leur pacte, mais elle ne pouvait contrarier davantage son père. Elle se contenta donc de ne pas le lui rendre et détourna la tête de sorte que la caresse de la jeune femme ne fit que lui effleurer le bord de la joue. Si elle était blessée, la nouvelle Madame Martin n'en fit rien paraître. « Je suppose que tu as faim, dit-elle tendrement. Viens et assieds-toi bien à ton aise à cette petite table. » Elle plaça devant l'enfant une assiette et une tasse, et lui passa du pain et du beurre, puis se mit à parler avec son mari. Reconnaissante d'être laissée tranquille, Anne observa et écouta. Tout tourbillonnait dans sa tête. Il allait être très difficile de suivre le plan prévu. Il était évident que cette jeune femme voulait obtenir son amitié. C'était quand même trop injuste qu'elle soit toute seule pour tenir la promesse que Philippe leur avait extorquée. Qu'aurait-il fait, lui, dans les circonstances présentes? Le thé fini, son père se tourna vers elle. « Maintenant, Anne, dis-nous pourquoi tu étais en retard cet après-midi. Les gens du presbytère ont dit que tu les avais quittés à 2h moins le quart. » « La carte !» Anne se leva d'un bond. « J'ai une carte pour toi, papa, dit-elle. » Elle allait se précipiter avec impétuosité hors de la pièce, mais son père la retint. «
Bien, je verrai cela tout à l'heure. Réponds d'abord à ma question. La fillette devint toute rouge et jeta un coup d'œil inquiet à sa belle-mère. « Je croyais que j'avais beaucoup de temps, murmura-t-elle. Je suis allée seulement jusqu'à la maison de la forêt, et il était là, dans le jardin. Son visage était épouvantable, mais il était si gentil que je n'y ai plus fait attention. » Ce fut au tour de ses auditeurs de ne rien comprendre. « Qui a un visage épouvantable ? Avec qui as-tu parlé ? Demanda son père. « Il m'a dit de te donner sa carte parce que tous les deux nous avions oublié quelle heure il était, expliqua Anne. Alors, va la chercher. J'espère qu'elle nous aidera à comprendre un peu mieux tes explications, rétorqua son père avec quelque impatience. Heureux de s'échapper, Anne grimpa les escaliers. Dès que la porte se fut refermée sur elle, Madame Martin s'adressa à son mari. « C'est exactement ce que je craignais, Henri. Elle a décidé de ne pas m'aimer. Les enfants auraient dû avoir l'occasion de me connaître avant notre mariage. »« Tout ira bien, ne te tourmente pas, Audrey, » dit M. Martin d'un ton rassurant. « Anne est seulement timide et maladroite. Mais elle est comme un bébé, et cela ne durera pas longtemps avant qu'elle ne t'accepte comme sa maman. » Sa femme secoua la tête. « Non, mon cher, elle n'est pas un bébé. À son âge, les enfants peuvent avoir des idées très arrêtées. Je ferai tout pour gagner son affection, et aussi celle de ses frères. Je désire seulement qu'il reste spontané. Je ne veux pas qu'il ne soit pas naturel avec moi. » Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. Anne revenait avec la carte qu'elle tendit à son père. Celui-ci émit un sifflement étouffé. Richard Petermann, c'était un aviateur célèbre. J'ai su qu'il avait été affreusement brûlé, et je croyais que le pauvre type était mort à l'heure actuelle. Il retourna la carte et lut le message écrit au verso. « Tu ne dois pas ennuyer ce monsieur, recommanda-t-il. C'est un grand honneur pour une petite fille d'être invitée par un de nos héros nationaux. Cependant, s'il désire te revoir, c'est sûr que tu dois y aller. » Les yeux de l'enfant se mirent à briller. Un héros! Qu'allaient dire les garçons? C'était sûrement le secret qu'il avait promis de lui dire. Elle n'en souffla mot et se contenta de demander avec vivacité. « Puis-je y aller demain ?» « Non, » répondit son père d'un ton ferme. « Tu as été trop sotte aujourd'hui. Tu dois apprendre à obéir. Tu n'iras pas avant 15 jours. J'écrirai un mot à M. Petermann, ajouta-t-il en s'adressant à sa femme, ou mieux encore, nous pourrions nous promener par là demain et le visiter. Ce doit être drôlement mortel pour lui de vivre dans ce bled. » Audrey Martin approuva d'un air absent. Elle venait de remarquer les rabattus de l'enfant qui serrait les lèvres pour en réprimer le tremblement. Elle aurait aimé lui dire un mot pour la consoler, mais elle craignait un effondrement de la fillette. Aussi se contenta-t-elle de se lever et annoncer son intention d'aller vider ses dernières valises. Anne, reconnaissante, en profita pour se glisser dans la salle d'études. Écrire une lettre était pour elle une corvée. Toutefois, elle rassembla tout le matériel nécessaire et entreprit de coucher sur le papier pour ses frères tous les événements de la journée. N'oublie pas de tout nous raconter par le menu. C'étaient là presque les dernières paroles de Philippe. L'arrivée de leur belle-mère revêtait à leurs yeux une telle importance qu'elle passa sous silence son escapade à la maison de la forêt. Elle se creusa la tête pour traduire par écrit le plus fidèlement possible ce qu'elle venait de vivre. Elle n'avait pas terminé sa lettre et était loin d'en être satisfaite lorsque Madame Rose entra avec du lait et des biscuits, lui annonçant qu'il était temps pour elle d'aller au lit. Elle resta sourde aux supplications de l'enfant. « Juste le temps de finir, implora-t-elle. »« Tu as causé assez d'ennuis aujourd'hui, déclara Madame Rose, pour espérer obtenir une faveur par-dessus le marché. Bois ton lait et viens avec moi. » 1 heure plus tard, Anne, au lit, eut la surprise d'entendre un léger coup frapper à la porte. Celle-ci s'ouvrit sans qu'elle ait répondu. «
Je passe juste pour te dire bonne nuit. » À sa grande consternation, sa belle-mère se tenait près de son lit. Elle était belle, même dans la pénombre, dans sa robe de soirée toute noire, une rangée de perles brillant autour de son cou. Madame Martin la regarda pendant un moment, puis se pencha vers elle et, appuyant sa joue contre la sienne, murmura tendrement. « Nous serons amis, n'est-ce pas ?» Elle sentit l'enfant se raidir dans un mouvement de recul, et, n'obtenant pas de réponse, elle s'écarta, peinée et déçue. « Bonne nuit, dit-elle tranquillement. » Un grognement sourd lui répondit. Remplie de tristesse, la jeune belle-mère sortit sans se douter de la tempête d'émotions qu'elle avait soulevée dans l'enfant. La petite fille tira le drap au-dessus de sa tête pour étouffer le bruit des sanglots qu'elle ne pouvait réprimer. Cette caresse l'avait désarmée et elle avait presque succombé à la tentation de jeter les bras au cou de la nouvelle venue pour répondre de tout son cœur à cette offre d'amour. Tenir cette terrible promesse s'avérait encore plus difficile qu'elle ne l'avait cru. La pensée de la reprendre ne l'effleura même pas. Elle se contenta de pleurer. Le chagrin et la colère se disputaient dans son cœur, et elle en voulut à ses frères de l'avoir laissée seule en face d'une situation pour laquelle elle ne trouvait aucune solution.